ce qu'on s'apprête à vous raconter est 100% réel. Ça s'est passé en décembre, une semaine avant Noël, et vous allez voir qu'après avoir entendu ce récit, vous allez peut-être revoir votre façon de faire des rencontres. Le mec dont on parle, on va l'appeler Alex. Ok, alors attendez, une seconde, j'interromps Joe du passé, parce que juste avant de vous dire ce qui est arrivé à Alex, il faut qu'on vous dise quelque chose. Imaginez, vous êtes en plein cœur d'une enquête. Devant vous, des indices réalistes, rapports d'autopsie, photos, objets à manipuler, numéros de téléphone à appeler, et votre mission dans tout ça, trouver la vérité. C'est exactement ce que propose Detective Box, une expérience immersive où vous êtes le détective. Que vous soyez seul, en couple, entre amis ou en famille, vous allez pouvoir depuis chez vous, vous casser la tête pour résoudre des énigmes complexes et hyper réalistes. Et franchement, ils ont poussé le concept assez loin. Grâce à une plateforme interactive, vous allez pouvoir interroger des suspects, fouiller des lieux et même solliciter des experts de l'agence Detective Box. Donc ouais, on est bien d'accord, ça va bien au-delà de ce qu'il y a simplement dans la boîte. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que grâce à Detective Box, vous allez pouvoir participer à une vraie chasse au trésor? Pour ça, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à terminer l'enquête Ciao Bella, qui fait partie de l'une des 3 short stories qui vient de sortir. Et justement, Ciao Bella, parlons-en. Dans cette enquête, vous allez découvrir un univers palpitant, casino braqué, gang en cavale, butin caché, faites-nous confiance, vous serez servi. Et attention, on ne se contente pas de tester vos talents d'enquêteur, parce qu'en la terminant, vous allez découvrir 5 pistes qui vous permettront de participer à une chasse au trésor grandeur nature. Et là, on vous parle de quelque chose de bien concret, 10 000 € cachés dans 5 villes en France, soit 2 000 € par ville, et c'est à vous de les retrouver. La chasse commence le 22 mars et reste ouverte tant que l'intégralité des butins n'est pas retrouvée. Alors un conseil, ne traînez pas trop si vous voulez avoir une part du trésor. En passant par le lien en description et en commentaire épinglé, vous obtiendrez une réduction de 10%. Alors franchement, n'hésitez plus. Nous, en tout cas, il ne nous reste plus qu'une chose à vous dire, bonne enquête. Revenons-en à Alex, qui a vécu des choses assez folles, vous allez voir, mais pour bien tout comprendre, parlons d'abord de lui. Il a 32 ans, c'est un ancien de la Navy, et après son service, il reprend son cursus universitaire en parallèle d'un job qui lui prend pas mal de temps. Et donc entre les cours et le boulot, il n'a pas trop le temps de sortir. Alors il se repose sur les applications de rencontres pour faire des dates. Et un soir, il match avec une fille. Jolie, sympa en message, la conversation est fluide. Bref, il se fixe très rapidement un rendez-vous dans un bar-resto pas très loin. Le soir du date, tout se passe super bien. En vrai, pour lui, elle est encore plus belle en personne. Et au fur et à mesure de la conversation, elle lui apprend qu'elle bosse dans un commissariat, mais pas en tant que flic, plutôt en tant que réceptionniste. Puis après ça, elle lâche plusieurs infos qui, vous allez voir, seront importantes pour le reste de cette histoire. Elle vit avec une coloc, mais cette dernière est partie pour les fêtes. Ok, vous retenez, ça c'est la première info, plutôt banale en soi. La deuxième par contre, est un petit peu, voire beaucoup plus chelou. Son ex est complètement taré et la harcèle encore aujourd'hui. Bon, quand il entend ça, Alex fait une petite grimace, il lui demande si ça va, si elle a appelé la police, mais elle minimise en mode « t'inquiète, il est inoffensif ». Bon, pas rassurant, mais il ne relève pas plus que ça, surtout qu'elle n'a pas l'air inquiète en soi. Bref, ils discutent, ils boivent quelques verres, et au bout d'un moment, elle lui propose de finir la soirée chez elle. Notre bon vieux Alex, il accepte direct, pas besoin de lui faire de dessin. Mais vous allez voir que les choses vont devenir très étranges, parce que dès qu'ils arrivent chez elle, ils voient un premier détail qui cloche. Elle pousse la porte, et il voit qu'elle est déjà ouverte. Pas de clé, pas de verrou. Pourtant, elle est censée être seule, vous vous rappelez de la première info, hein, sa coloc est en vacances. Et puis c'est quand même un petit peu bizarre, elle a un ex-harceleur, et ça, Alex, il y pense direct. Bon, c'est bizarre, mais elle ne réagit pas, et en fait, elle dit même qu'elle ne ferme jamais la porte à clé. Et donc, elle rentre et commence à nourrir son chat comme si de rien n'était. Quelques secondes passent, puis Alex remarque un bol de céréales sur le comptoir de la cuisine. Il le touche, et il est encore froid. En plus de ça, et attention, on a affaire à un grand spécialiste, il remarque que les céréales ne sont pas ramollies. Encore une fois intrigué, il demande tout de suite à qui est ce bol, et là il voit qu'elle hésite. Puis après quelques secondes, elle finit par dire que c'est le sien, qu'elle a grignoté juste avant de partir au bar. Pas très convaincant tout ça, mais avant qu'il n'ait le temps d'y réfléchir, elle l'attrape et commence à l'embrasser. Autant dire qu'à ce moment-là, Alex oublie un petit peu le bol de céréales. Il file dans la chambre, commence à s'amuser,
Et là, il s'apprête à fermer les rideaux parce qu'ils sont au rez-de-chaussée et que la fenêtre donne sur la cour intérieure. Mais tout de suite, elle l'arrête. Non, laisse ouvert. Ok, super bizarre, mais encore une fois, il ne tilte pas trop. Jusqu'au moment où, 5 minutes après, alors qu'ils sont en train de continuer à s'amuser, elle lâche un énorme cri de panique. Son regard est rivé sur la fenêtre. Alex se retourne directement et voit une silhouette capuche sur la tête. Le type est littéralement en train de les regarder. Bien sûr, dès qu'il se fait cramer, il détale en courant le plus vite possible. Alex, lui, n'attend pas. Il bondit, pense tout de suite à l'ex-stalker et se dit que l'homme a peut-être couru pour rentrer dans l'appartement. Alex se lève tout de suite pour vérifier les portes. Celle de l'entrée, elle n'est pas verrouillée. Il claque donc le verrou à la seconde où bam, quelqu'un commence à marteler la porte. Là, il est vraiment en mode ok, c'est quoi ce bordel? Lui, franchement, il est chaud, il est prêt à en découdre, mais c'est là que son date arrive et lui sort un truc insensé. Non, t'inquiète, il fait toujours ça. Il va finir par partir. Alex hallucine. La situation est lunaire. Il lui demande si c'est bien son ex, ce à quoi elle répond que oui, c'est lui. Mais elle a complètement l'air de vouloir passer à autre chose, elle veut juste retourner au lit et faire comme si de rien n'était. Mais c'est là que Alex, il se repasse tout en tête. La porte ouverte, les rideaux qu'elle voulait laisser ouverts, le bol de céréales. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se faire piéger par hasard? À ce moment-là, il entend des coups sur le côté de la maison. Le mec, donc, tourne autour. Mais elle, encore une fois, elle s'en fout toujours autant. Elle veut juste qu'il revienne au lit, c'est quand même hyper étrange. Là, Alex, comme vous et nous, je pense, il n'a plus du tout confiance. Il commence à lui balancer ses 4 vérités, à lui dire que tout est louche, qu'elle est en train de mentir, qu'il ne pige pas ce qui est en train de se passer, mais qu'il ne veut pas en faire partie. Son adrénaline explose et il lâche un truc qu'il n'aurait jamais pensé dire. Je vous préviens, si c'est un guet-apens, je vous jure que je vais vous buter tous les deux. Ok, à la base, Alex, c'est pas un dur à cuire. Il n'a jamais été ce genre de mec. Mais là, il ne sait pas pourquoi, il est en mode survie. Il a zéro idée de ce qu'il attend, un kidnapping, un braquage, des délires chelous avec son ex. Lui, il s'en fout, il veut juste sortir vivant de ce merdier. Alors, sans rien dire, il commande un Uber sur son téléphone. Il la garde un petit peu occupée, lui pose des questions juste pour la faire parler et gagner du temps. Pendant qu'il fait tout ça, il reste juste à côté de la porte, prêt à déguerpir le plus vite possible. 10 minutes plus tard, son Uber est enfin là. Sans prévenir, il ouvre la porte et commence à détaler. À la base, il n'a pas du tout envie de se retourner, mais finalement, en s'éloignant, il jette un coup d'œil. Et elle est là, debout, juste à l'entrée, à le regarder partir. Dans la voiture, Alex reprend son souffle. Il vient de vivre quelque chose de trop bizarre. Tout de suite, il prend son téléphone et reporte son profil sur l'application de rencontre. Aujourd'hui encore, il ne sait pas exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Est-ce que c'était juste un ex taré, une tentative de vol ou un plan tordu? Au final, on ne saura jamais, mais lui, il sait une chose. Il a eu un énorme mauvais pressentiment et il a bien fait d'écouter son instinct. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'elle était dans le coup? Ok, il faut bien comprendre une chose. Ce qui suit, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une légende urbaine ou une creepypasta que quelqu'un a inventé sur un forum douteux. Non, c'est un truc qui est réellement arrivé à Emma. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, plusieurs années après, elle en porte les séquelles. Et notre Emma, bien qu'elle ait 27 ans maintenant, elle nous avoue qu'elle vérifie encore ses placards et ferme ses portes à clé au moins 3 fois avant de dormir. Et quand vous allez entendre ce qui lui est arrivé, vous comprendrez pourquoi. Toute l'histoire remonte à ses 16 ans, presque 17. À l'époque, elle vit avec sa mère et son petit frère Ryan, qui a 7 ans. Et sa mère bosse de nuit dans une maison de retraite, alors c'est souvent Emma qui garde Ryan. En général, vu qu'il est petit, il est couché vers 20h, et Emma, elle fait ce que font les ados, donc elle traîne sur son téléphone, elle regarde des séries, mange des cochonneries, bref, rien d'extraordinaire. Et cette famille habite dans une petite maison de plein pied, juste à la lisière d'un bois. Ce n'est pas complètement isolé, mais les voisins les plus proches sont quand même à quelques centaines de mètres. Et ça, Emma, elle l'adore. Elle aime vraiment la sensation d'être toute seule et d'avoir la maison pour elle la nuit. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce que tout bascule. Il est environ 23h et Emma est dans son lit, absorbée par son téléphone, lorsqu'elle entend un bruit. En fait, ça ressemble à un frottement léger, comme si quelqu'un traînait les pieds sur la moquette du salon. Emma se fige et tend l'oreille, elle sait que Ryan dort et que sa mère n'est pas là. Et pendant quelques instants, elle reste immobile, retenant son souffle et tendant toujours son oreille. Et pendant quelques secondes, elle ne va plus rien entendre, puis de nouveau, ce même bruit. En se concentrant bien, elle réentend ce frottement, une sorte de glissement lent et discret. Le cœur battant, Emma attrape son téléphone
et sort prudemment de sa chambre. Directement, elle vérifie la porte d'entrée et elle est verrouillée. Les fenêtres sont également fermées, tout semble normal. Mais alors qu'elle s'apprête à retourner dans sa chambre, un détail la fait frissonner. Le placard du couloir est entrouvert, juste d'1 centimètre. C'est un minuscule interstice sombre qui n'a rien à faire là et elle le sait. Parce que ce placard, personne ne l'ouvre jamais. Emma reste plantée là un bon moment, chaque muscle de son corps est tendu. En fait, il y a tout en elle qui lui hurle de retourner dans sa chambre, d'ignorer ce détail, mais c'est sa curiosité qui l'emporte, donc elle agrippe la poignée et tire la porte d'un coup sec. Eh ben, c'est rien du tout, juste des manteaux et des chaussures. À ce moment-là, elle est quand même bien rassurée et du coup elle lâche un petit rire nerveux. En fait, c'est quasiment sûr pour elle qu'elle est simplement en train de se monter la tête toute seule. Mais bon, par sécurité, elle verrouille quand même la porte du placard avant d'aller se coucher. Et cette nuit-là, rien d'autre ne va se passer. Le quotidien va reprendre et quelques jours vont s'écouler. Et c'est à ce moment-là que Emma commence à ressentir une drôle de sensation. En fait, quand elle est chez elle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Comme si, quand elle tourne le dos, quelqu'un l'observe. Emma essaye de ne pas y penser, mais le malaise y persiste. Puis, une nuit, elle se réveille en sursaut, sans raison apparente. Il fait noir complet, tout est silencieux, jusqu'à ce qu'elle entende une respiration. Elle ne bouge plus d'1 pouce, son corps est paralysé par la peur. Parce que cette respiration, elle ne vient pas du couloir, ni de dehors, elle vient de sa chambre. Emma sue à grosses gouttes et essaye de rassembler son courage et attraper son téléphone. Et ses mains tremblent littéralement alors qu'elle allume sa lampe torche. D'un coup de poignet, elle balaye la pièce avec son petit faisceau lumineux, mais rien. Il n'y a absolument rien. Elle vérifie à nouveau et le placard semble bien fermé, et donc il n'y a bel et bien personne. Encore une fois, elle est rassurée, mais sans trop savoir pourquoi, cette fois, la flippe elle part pas. Et en fait, c'est à un tel point qu'elle ne dort quasiment pas de la nuit. Le lendemain, elle commence à parler de tout ça à sa mère parce que ça commence à bien faire, et cette dernière, elle essaye de lui rassurer en lui disant qu'elle se fait des idées, et Emma, elle aimerait quand même bien la croire. Bref, tout redevient à peu près normal jusqu'au soir où sa mère rentre plus tôt que prévu et la réveille. Et elle le voit directement sur son expression faciale. Sa mère a l'air bizarre. En regardant sa fille droit dans les yeux, elle lui demande simplement pourquoi la porte arrière est déverrouillée. Emma affirme qu'elle l'avait bien fermée à clé la veille, mais sa mère insiste. Quand elle est rentrée, la porte était grande ouverte. Directement, Emma a un frisson. Elle sait et elle en est sûre qu'elle l'avait verrouillée. Et donc le soir même, autant vous dire qu'elle est sur les nerfs. Elle verrouille la porte de sa chambre et garde son téléphone en main, prête à appeler à la moindre alerte. Mais malgré tout, elle réussit à se rendormir jusqu'au moment où quelque chose la réveille encore une fois. Mais cette fois, ce n'est pas un bruit, c'est plutôt un sentiment glaçant, une espèce de certitude qu'on l'observe. Emma ouvre les yeux et son sang se glace. Son placard est bel et bien ouvert, encore une fois, juste d'1 centimètre. La jeune fille tend encore une fois la main vers le téléphone et allume la lampe torche au moment où la porte s'ouvre un peu plus. Et là, elle le voit. Un homme est recroquevillé à l'intérieur. Sa peau est toute pâle et ses cheveux sont sales et emmêlés. L'homme est maigre à faire peur, comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il la regarde en souriant. Sans même savoir comment elle a fait, en un instant, elle est debout. Emma claque la porte du placard et se rue hors de sa chambre, fonçant vers celle de Ryan. Ce dernier se réveille en pleurant quand elle le soulève dans ses bras et l'entraîne dehors, tout en hurlant à sa mère de sortir également. À peine 1 seconde après que tous les 3 soient sortis, Emma a appelé la police et a raconté tout ce qu'il vient de se passer. Et la police arrive en quelques minutes. Ils fouillent la maison et trouvent bel et bien l'homme toujours caché dans le placard. Et soyez prêts à la commu, parce que ça, c'est même pas le pire. En fait, en fouillant un peu plus, ils découvrent comment il est entré. Et en fait, l'homme s'est faufilé par un conduit d'aération mal fixé depuis la cave qui se trouve sous la maison. Et d'après la police, il vivait en fait là depuis des semaines. La personne s'introduisait dans la maison la nuit, les observait dormir et voler de la nourriture en douce. Mais ce qui fait vraiment froid dans le dos, c'est ce qu'il retrouve derrière les manteaux dans ce même placard. Parce que oui, sinon c'est pas drôle, il avait avec lui un couteau. En soi, ni la police ni la mère ne le disent clairement, mais Emma le comprend. L'homme attendait très certainement le bon moment pour passer à l'acte. Depuis cette révélation, la jeune fille essaye de ne pas y penser,
Mais elle sait que cette nuit-là, si elle n'avait pas été réveillée, elle n'aurait peut-être pas survécu. Et aujourd'hui encore, Emma a énormément de séquelles psychologiques, elle a du mal à dormir seule, elle a aussi vraiment très peur du noir. Et en fait, tout ce qu'elle souhaite, c'est ne plus jamais avoir peur d'être observée pendant qu'elle dort. Léo a 28 ans aujourd'hui, mais l'histoire qu'il s'apprête à raconter remonte à ses 13 ans. Tout se passe lors d'une soirée complètement banale entre amis qui s'est terminée par l'une des nuits les plus terrifiantes de sa vie. Ok, on se met dans l'ambiance. Il est tard, très tard. La soirée s'est super bien passée, il a rigolé, il s'est amusé, mais maintenant il est temps de rentrer chez lui. Il marche donc tranquillement dans la rue, la nuit est calme, presque trop calme, et c'est là qu'il les voit. 2 gars plantés en plein milieu de la route. Léo n'a pas une très bonne vue, donc il plisse les yeux pour mieux les voir, et là il se rend compte que quelque chose cloche. En fait, c'est leurs vêtements. L'un semble déguisé en clown et l'autre en mime. Ils tiennent chacun un ballon dans une main et de l'autre, ils lui font signe. Un genre de coucou lent, bien flippant, exactement comme dans un film d'horreur en fait. Immédiatement, une boule d'angoisse lui serre l'estomac. Et franchement, on le comprend, il est tard, il est seul et il voit ça, il y a de quoi flipper. Bon, il reprend ses esprits, il se dit que le mieux à faire, c'est de ne pas chercher à comprendre et de changer de chemin tout simplement. Donc il bifurque, histoire d'éviter ces 2 types plus que bizarres. Mais alors qu'il tourne, il sent une présence derrière lui. Il se retourne et là son sang se glace. Vous l'aurez deviné, le clown et le mime sont là, juste derrière lui. C'est presque comme s'il l'avait suivi sans faire le moindre bruit. Ok, donc là son cœur s'accélère et dans la panique, il décide de réagir en les confrontant. D'un geste brusque, il se retourne vers eux et leur demande. Bon les gars, vous faites quoi là? Franchement, il est courageux, non vous trouvez pas? Je sais pas si on en aurait fait autant nous. En guise de réponse, ils écartent lentement les bras, prenant une posture exagérément surprise. En gros, ils font une mise en scène qui ne fait qu'empirer la situation. C'est officiel, Léo est en train de se chier dessus. Ok, pas question de rester là une seconde de plus. Sans attendre, il démarre un énorme sprint et rentre chez lui. Aujourd'hui encore, il nous le dit, ses jambes n'ont jamais bougé aussi vite. Arrivé devant la porte, il se précipite, l'ouvre fébrilement et la claque derrière lui. Il tourne la clé, ferme à double tour et là franchement son souffle est saccadé. Son cœur bat à tout rompre, il n'en peut plus. Puis, après quelques secondes de silence, un bruit. 3 petits tocs, légers, presque polis. Il se fige. Léo s'approche lentement de l'œillet et jette un coup d'œil. Et bien sûr, ils sont là. Le mime et le clown sont devant sa porte. Je sais pas vous, mais moi ça me fait un petit peu penser aux vidéos des caméras Ring qu'on a déjà pu regarder sur la chaîne. Et à chaque fois c'est terrifiant, donc savoir que Léo a vécu ça, c'est horrible. En tout cas, lui, il a conscience que ça fait vraiment scène de film d'horreur. Et pourtant, ça s'est réellement passé. La panique le submerge. Il court réveiller ses parents, son père se lève d'un bond, sa mère, elle, est sous le choc. Par précaution, notre petit Léo attrape un couteau de cuisine. On ne sait jamais après tout. Son père lui va encore plus loin et prend un fusil. Ouais, on est aux States. Son père, qui est encore dans le brouillard vu qu'il vient de se réveiller, leur crie d'aller appeler la police. Léo compose donc le numéro d'urgence, explique la situation, et heureusement c'est une bonne nouvelle parce qu'il leur assure qu'ils seront là dans 5 minutes. Mais ces 5 minutes vont paraître une éternité, parce que oui, sans prévenir, tout s'accélère. Le clown et le mime passent à l'offensive, ils commencent à tambouriner violemment contre la porte, les coups sont de plus en plus forts, de plus en plus rapides, au bout d'un moment ce n'est même plus pour faire peur, ils essayent vraiment de rentrer. Léo, lui, sent l'adrénaline brûler dans ses veines. Son père ne réfléchit pas plus longtemps, il leur dit qu'il est armé et qu'il n'hésitera pas une seule seconde à tirer. Bon, je pense que là ça pourrait en dissuader plus d'un, mais pas eux, parce qu'ils commencent à rigoler. Un rire glacial, presque inhumain tellement il est terrifiant. En fait, on a vraiment l'impression que tout ça c'est un jeu pour eux. Finalement, juste avant que la porte ne cède, 3 voitures de police surgissent dans la rue, sirènes hurlantes. Les 2 hommes prennent bien entendu la fuite, mais les forces de l'ordre sont sur eux en quelques secondes à peine. Bon, tout ça c'est absolument terrifiant, finalement une semaine passe, et les nouvelles tombent. Ces 2 fous n'étaient pas de simples bandits. En fait, ce sont littéralement des criminels recherchés. Et apparemment, ils le sont pour tentative de kidnapping de plusieurs enfants, c'est absolument horrible. Et en fait, ça va tellement traumatiser cette petite famille qu'ils vont décider de déménager peu de temps après. Ouais, ils sont catégoriques, c'est impossible de rester après ça. Depuis ce jour, notre petit Léo n'a plus jamais entendu parler d'eux, et honnêtement, il espère bien que ça restera comme ça, et nous, on l'espère aussi.
Parfois, il est possible d'être tellement inconscient qu'on ne se rend même pas compte du danger qu'il y a autour de nous. Et c'est exactement ce qui arrive à Lucas ce jour-là. Le jeune garçon a 11 ans, il rentre tranquillement de l'école, son sac sur le dos, entraînant un peu des pieds sur la route qui est presque vide. Il est à peine 5 minutes de chez lui, dans un quartier qui est plutôt calme, avec quelques maisons ici et là et quelques petites ruelles qui s'enfoncent entre les bâtiments. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a rien de bien inquiétant. Sauf qu'à ce moment-là, un gars d'environ 19 ans, habillé d'un sweat à capuche noire, commence à marcher derrière lui. Au début, Lucas il ne se méfie pas, c'est juste un enfant qui pense à ce qu'il va goûter en rentrant, mais voilà que le type l'interpelle et lui pose une question vraiment très bizarre, surtout à un garçon de 11 ans, parce que le jeune homme lui demande tout simplement s'il y a une ruelle un peu discrète dans le coin. Et Lucas, dans toute son innocence, ne voit rien de suspect, et pour lui c'est simplement une question comme une autre, peut-être que ce gars cherche son chemin ou veut un repère pour ne pas se perdre. Alors, sans trop réfléchir, Lucas lève la main et lui indique l'une des ruelles les plus proches. Et après ça, de manière complètement normale, il continue à marcher, l'esprit toujours ailleurs. Mais à peine 10 secondes plus tard, tout bascule. Attention, on vous prévient parce que c'est quand même pas mal violent, mais c'est une douleur fulgurante qui explose à l'arrière de son crâne. En fait, Lucas a littéralement l'impression qu'on vient de lui enfoncer un marteau dans la tête. En un instant, tout se brouille et avant même d'avoir le temps de comprendre, il se sent agrippé fermement. L'homme le pousse en avant, le force à avancer vers cette fameuse ruelle. Les jambes de Lucas, à ce moment-là, ils ne répondent même plus et on vous le rappelle, il a seulement 11 ans. Et c'est même son cerveau qui refuse d'admettre ce qu'il est en train de se passer. Une partie de lui veut toujours croire que c'est une blague, une sorte de mauvais jeu, mais non, c'est bien réel. Le souffle court et avec ses jambes qui sont tremblantes, Lucas est traîné jusqu'à l'intérieur du passage étroit. À droite et à gauche de lui, il voit des grillages qui sont surmontés de poteaux en pierre et le mec le plaque violemment contre l'un des poteaux. Lucas sent directement qu'il est beaucoup plus fort que lui, son corps entier le presse contre le grillage et directement il comprend l'ampleur du danger et se met à pleurer, pas très fort mais assez pour que son agresseur cherche à le faire taire. Ce dernier alors attrape sa tête entre ses mains, la soulève légèrement et lui murmure un ordre terrifiant. Ferme les yeux. Et là, il faut imaginer l'horreur du moment. Lucas est déjà tétanisé et il sent la pression des mains de cet inconnu qui s'apprête à lui faire exploser la tête contre la pierre. Son cerveau tourne à 1000 à l'heure. Est-ce qu'il va s'évanouir? Est-ce qu'il va mourir? Il n'a même pas le temps de répondre à ces questions que c'est son corps qui réagit tout seul. Instinctivement, ses bras se lèvent et se mettent devant sa tête, ce qui amortit le choc. Et donc cette dernière ne percute pas violemment la pierre comme prévu. Donc oui, heureusement, il a eu le bon réflexe. Et visiblement, ça ne faisait pas partie du plan de ce type. Peut-être que dans sa tête, comme dans les films, le petit garçon allait s'écrouler en un seul coup, mais là, rien de tout ça, le gamin est toujours debout, sonné peut-être, mais toujours conscient. Et c'est là que l'agresseur, dont on ne connaît absolument pas les motivations, on vous le rappelle, commence à hésiter. L'adrénaline commence certainement à monter aussi pour lui, et il réalise que l'endroit n'est peut-être pas aussi discret qu'il l'aurait voulu. Et Lucas comprend qu'il jette un regard vers la ruelle, qui débouche vers une zone un peu plus ouverte. À ce moment-là, l'agresseur se dit que c'est certainement trop risqué et du coup il lâche Lucas d'un coup et sans un mot tourne les talons avant de disparaître dans la rue. Et le jeune garçon ne demande pas son reste, il détale comme jamais, le cœur battant à toute vitesse et les larmes aux yeux. Une fois chez lui, il a encore bien sonné et a mal à la tête, il raconte directement tout à ses parents qui, sans perdre une seule seconde, appellent la police. Et là où ça devient encore plus glaçant, c'est que ce malade ne s'arrête pas là. Un peu plus tard dans la même journée, il a tenté d'attaquer un autre enfant, sauf que cette fois, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le père du gamin était témoin de la scène, et lui, contrairement à un gamin de 11 ans, ne va pas se laisser impressionner. Il a donc directement plaqué l'agresseur de son fils au sol et s'assoit littéralement sur lui en attendant que la police arrive. Heureusement, il se fait arrêter, et c'est la fin de l'histoire pour ce taré. En fait, ce qui est flippant de cette histoire, c'est à quel point le danger peut être invisible quand on est jeune. Lucas, à aucun moment il n'a senti la menace venir. En soi, on lui a juste posé une question banale, une simple indication, et quelques secondes plus tard, il était à 2 doigts de finir inconscient dans une ruelle. Et finalement, ce qu'il retient, c'est que sans ce petit réflexe qu'il a eu dans la ruelle, il ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Avez-vous déjà croisé le regard de quelqu'un de véritablement fou?
C'est pas une façon de parler, hein, pas juste une personne excentrique ou imprévisible, mais quelqu'un qui a basculé dans une folie totale. Et ben vous allez voir, c'est exactement ce qui va arriver à Alan. En fait, il travaille pour une grande entreprise et s'entend particulièrement bien avec l'un de ses supérieurs, Jeff. Jeff, c'est un type totalement détendu, avec un bon sens de l'humour et une attitude, vous le voyez, assez cool. Il est célibataire et sans enfant, et depuis que Alan a rejoint l'entreprise, ils ont développé une vraie complicité. Tant mieux franchement, c'est toujours mieux une bonne relation entre les chefs et les employés. Un matin, Jeff arrive au bureau, et immédiatement, Alan voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il semble préoccupé, tendu, un petit peu intrigué. Notre jeune homme lui demande donc ce qu'il se passe. Jeff hésite un instant, puis décide de se confier. Une femme du nom de Lorraine, c'est une ancienne collègue à lui, vient de refaire surface dans sa vie. Il y a quelque temps, Lorraine travaillait dans l'entreprise, mais pas dans le même département. Et franchement, dans leurs rares interactions, elle était polie et professionnelle. Puis finalement, elle est partie après moins d'1 an, annonçant qu'elle se mariait et qu'elle quittait la ville. Ok, c'est bouclé, fin de l'histoire. Du moins, ça c'est ce que Jeff pensait. Il y a quelques semaines, il reçoit une demande d'amis sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, ce n'est pas un cousin qu'il n'a pas vu depuis longtemps, c'est Lorraine. Bon, lui, il ne réfléchit pas trop, il reconnaît son nom, son visage, et donc il accepte. Après tout, il est ami avec plusieurs anciens collègues, donc pourquoi pas. Très vite, elle entame la conversation, prétend vouloir rattraper le temps perdu. Jeff apprend qu'elle a divorcé et qu'elle envisage de revenir en ville. Bon, jusque-là, rien d'inquiétant. Mais quand elle lui propose d'aller dîner ensemble et qu'il décline poliment, tout bascule. Très vite, il reçoit des messages agressifs. Elle commence à l'insulter, l'accuse d'être un lâche, prétend qu'il a raté la chance de sa vie. Bon, Jeff, il ne va pas plus loin que ça, il pense d'abord qu'elle est juste bizarre, et donc il la bloque. Sauf que notre chère Lorraine ne s'arrête pas là. Elle commence à lui envoyer des emails, aussi bien sur sa boîte perso que professionnelle. Elle change d'attitude toutes les 2 secondes, elle s'excuse, implore une seconde chance, jure qu'elle ne pensait pas à ce qu'elle a écrit, et quelques secondes après, elle se remet à l'insulter, ça n'a vraiment aucun sens. Jeff ne répond pas, mais les messages deviennent plus insistants, plus étranges. Et d'ailleurs, notre bon vieux Alan, qui raconte cette histoire, on vous le rappelle, lui-même se retrouve impliqué. En fait, Jeff requiert de l'aide en lui demandant s'il peut imprimer certains emails pour qu'il fasse office de preuve. Et ce que Alan découvre est complètement glaçant. Des menaces en tout genre, des insultes, vraiment c'est flippant. D'ailleurs, un jour, Jeff reçoit un message de Beth, la sœur de Lorraine, et apparemment, elle semble inquiète. Elle lui explique que Lorraine a complètement perdu pied après son divorce et qu'elle est obsédée par lui. Apparemment, elle parle de Jeff en disant que c'est son âme sœur et n'arrête pas de dire qu'elle est déterminée à le retrouver. Le truc, c'est que ce n'est pas qu'une simple obsession virtuelle. Lorraine est maintenant en ville, elle loge dans un hôtel à quelques rues seulement de l'entreprise et elle veut revoir Jeff. Et vous allez voir qu'elle ne va pas y aller de main morte. Le lendemain, il arrive comme tous les jours au bureau. Et là, à l'entrée du bâtiment, il la voit. En une fraction de seconde, elle se jette à son cou, le prend dans ses bras. L'odeur d'alcool est évidente et en plus de tout ça, elle a apporté des cadeaux. Des cartes cadeaux, des snacks, une photo d'elle même. Vous l'imaginez bien, Jeff en a marre et donc il refuse tout. Mais elle insiste. Ne sachant plus quoi faire pour se débarrasser d'elle, il finit par s'éclipser, prétextant une réunion. Alors qu'en vrai, il va directement voir les ressources humaines. En fait, il veut s'assurer qu'elle ne pourra pas être réembauchée, parce qu'il ne peut pas retravailler avec elle, c'est juste impossible dans ces conditions. Il va même jusqu'à laisser une photo d'elle à Alan, lui demandant d'alerter la sécurité au cas où elle réapparaîtrait. Malheureusement, plus le temps passe, plus la situation empire. Des lettres qui parfois ne veulent rien dire, répétant mot pour mot le même message, une fois écrite à la main, une fois imprimée. Elle crée de nouvelles adresses mail, se fait passer pour d'autres hommes prétendument amoureux d'elle, exigeant que Jeff la libère pour qu'ils puissent être ensemble. Ça n'a absolument aucun sens. Et là, ça va devenir très chiant parce qu'elle finit même par obtenir son numéro de téléphone et le harcèle d'appels et de messages. Finalement, Jeff décide de porter plainte et il obtient une ordonnance restrictive. Là, c'est un soulagement, vraiment. Pendant un temps d'ailleurs, elle disparaît complètement. Jeff retrouve un semblant de normalité, mais ce récit ne dure pas. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, mais moi ça me fait beaucoup penser à la série Mon Petit Renne. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, un matin, il trouve une pile de lettres et de cartes de Saint-Valentin sur son bureau. Quelqu'un semble les avoir glissées sous sa porte. Bon, c'est forcément elle, il n'y a même pas de débat. Mais là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'elle a fait pour rentrer dans le bâtiment? Bon, encore une fois, Jeff tente de reprendre sa vie normalement. Il retourne à son bureau,
Et là, il entend frapper la porte. Il ouvre en pensant tomber sur Alan ou sur un autre de ses collègues, mais non, c'est Lorraine. Elle est là, un sourire figé sur le visage. Jeff n'attend même pas qu'elle dise quelque chose, il referme brutalement la porte et compose le 911. En même temps qu'il le fait, il appelle Alan en lui criant qu'elle est là. Un petit peu inquiet, notre cher Alan se lève et se dirige vers le bureau de Jeff, mais là il s'arrête net. Il voit une femme, donc Lorraine, assise par terre devant la porte. Elle semble fredonner une genre de mélodie, les yeux rivés sur la porte fermée de son chef. Puis au bout d'un moment, elle tourne la tête lentement vers Alan et son regard le paralyse. Il y a quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vide, d'effrayant. Elle esquisse un genre de petit sourire avant de se reconcentrer sur la porte et de reprendre son fredonnement. Alan n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Il a l'impression d'avoir fixé la folie elle-même dans les yeux. La sécurité finit par arriver quelques minutes plus tard et Lorraine ne résiste pas. Elle se laisse menotter sans dire un mot. Et en s'éloignant, elle continue de fredonner son horrible mélodie. Aujourd'hui, du temps est passé et elle est toujours en détention pour violation de l'ordonnance restrictive. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas comment est-ce qu'elle a fait pour se faufiler dans le bâtiment. Nos deux collègues, eux, ne sont plus les mêmes. Alan sait qu'il n'oubliera jamais ce regard, ce vide, cette rencontre avec la folie pure. Il est 23h32, un lundi soir comme un autre, et Adrien, 17 ans, est tranquillement installé chez lui après avoir passé une agréable soirée chez ses voisins en compagnie de sa famille. Pour les présenter un peu, il faut savoir que Adrien vit avec sa petite sœur, sa mère et leur petit chien. La soirée s'est déroulée sans encombre, dans une ambiance qui était plutôt détendue et conviviale, et après avoir partagé quelques discussions et quelques rires, ils ont décidé de rentrer à la maison aux alentours de 22h02, ce qui est, oui, très précis. Bref, les deux familles se souhaitent très gentiment bonne nuit, sans se douter une seule seconde que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Parce que lorsque la famille d'Adrien franchit le seuil de la maison, tout semble parfaitement normal, comme si l'endroit était resté figé dans le calme pendant leur absence. Rien ne semble déplacé, aucune trace de quoi que ce soit d'étrange, mais malgré tout, Adrien ressent un léger malaise. C'est une sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose clochait sans qu'il puisse vraiment mettre le doigt là-dessus. Bon, comme tous nos protagonistes aujourd'hui, il se dit que c'est certainement la fatigue et décide de monter directement dans sa chambre pour se préparer à se coucher. Mais à peine il pose son téléphone sur la table de nuit qu'un son glaçant lui parvient depuis l'étage inférieur. Il entend distinctement et très fort un « aïe » au secours. En une fraction de seconde, son cœur s'emballe et il se demande s'il a bien entendu ou si son esprit lui joue un tour, mais le silence qui suit ne fait que renforcer son angoisse. Et du coup, il tend l'oreille, espérant que ce n'était qu'un bruit anodin. Mais non, il n'a pas rêvé. L'adrénaline monte en flèche dans le corps d'Adrien. Il est quasiment sûr que c'est sa mère qui a poussé ce cri. Et du coup, il se dirige lentement vers la porte de sa chambre. En soi, il est toujours un peu dans le déni. Il espère que ce n'est rien, mais il sent sa gorge se serrer de plus en plus sous l'effet de la peur. Et alors qu'il s'apprête enfin à descendre, il a une vision d'horreur. En fait, en bas des escaliers, il voit sa mère, les yeux écarquillés par la panique. D'une voix tremblante mais assez pressante, elle lui ordonne immédiatement de se cacher. Adrien n'a même pas le temps de poser une question. En fait, il le voit directement dans le regard de sa mère. Il comprend que la situation est grave et qu'il doit obéir. Sans réfléchir, il attrape le bras de sa petite sœur qui était là et la tire précipitamment vers sa chambre, refermant la porte derrière eux avant de tourner la clé dans la serrure. Son cœur tambourine littéralement dans sa poitrine à un rythme effréné alors qu'il essaye de reprendre son souffle et de comprendre ce qui est en train de se passer dans sa maison. Mais à peine il a le temps d'y réfléchir qu'un bruit sourd et inquiétant retentit dans le couloir. Et ces bruits, c'est des bruits de pas. Des pas lents qui sont pesants, comme si quelqu'un avançait avec une certaine intention. Et Adrien le ressent au fond de lui, il y a un danger derrière cette porte. Et puis il entend un autre son. Cette fois, c'est un choc, un espèce de bruit métallique. Encore une fois, en une fraction de seconde, il comprend que l'intrus est armé. À cet instant précis, la panique prend le dessus
il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas s'ils doivent rester cachés ou tenter de fuir par la fenêtre avec sa petite sœur, mais de toute façon, son corps refuse de bouger, comme s'il était paralysé par la peur et par l'horreur de la situation. En plus de ça, ils entendent les aboiements de son petit chien qui retentissent dans la maison et qui confirment que l'homme est toujours là. Adrien jette un regard rapide vers sa sœur qui est recroquevillée contre le mur, qui tremble complètement et a les yeux pleins de larmes. Il tente de lui murmurer quelques mots rassurants, même si lui-même n'est pas du tout convaincu. Et après quelques instants de silence, il entend sa mère hurler « Dégage !» avec toute la force qu'elle peut rassembler, essayant de repousser l'intrus. Mais ce qui suit est encore pire que tout ce qu'il pouvait imaginer, parce qu'il entend un raclement sur le sol, un espèce de truc métallique sans trop savoir c'est quoi. Et finalement, il comprend que l'homme est en train de faire traîner son arme par terre. Et ce bruit, il le reconnaît, c'est une batte de baseball métallique ou peut-être une hachette. Pour être clair, et c'est normal, Adrien n'a jamais ressenti une peur aussi vive de toute sa vie. Il imagine les pires scénarios dans sa tête, son esprit s'emballe et il se force à ne pas craquer, à ne pas céder à la panique totale. Tout ce qu'il arrive à faire, c'est se répéter en boucle que tout ça n'est qu'un cauchemar, que ce n'est pas réel et que d'une seconde à l'autre, tout va redevenir normal. Et puis d'un coup, interrompant ses pensées, la porte d'entrée claque brutalement. Et le silence revient aussi rapidement qu'il avait été brisé. Pendant de longues secondes, Adrien reste figé, incapable de dire si tout est terminé ou si le danger est toujours là, tapis dans l'ombre, prêt à lui sauter dessus. Et donc dans sa chambre, avec sa sœur, il l'attend et écoute, puis il entend des bruits de pas précipités en bas dans les escaliers, des sanglots, des murmures paniqués. Il prend enfin son courage à deux mains et déverrouille la porte, descendant prudemment les escaliers, et ce qu'il découvre dans le salon lui glace littéralement du sang. L'homme est bien parti, mais il n'est pas parti seul, parce qu'il a pris leur chien. Et ce chien, c'était son compagnon fidèle qu'il a toujours réconforté, c'est lui qui dormait à ses pieds chaque nuit, qui était toujours content de le voir. Sa mère est sous le choc et attrape son téléphone, compose directement le numéro des urgences avec une voix qui est quand même brisée par l'émotion. Elle explique toute la situation et la police lui répond qu'ils envoient immédiatement une patrouille. Il y a également une ambulance qui va venir pour s'assurer que tout le monde va bien. Adrien, lui, est incapable de prononcer le moindre mot. Il est juste là, debout au milieu du salon, sentant encore son cœur tambouriner dans sa poitrine. Et tout ce qu'il se demande dans ce moment d'absence, c'est comment tout a pu basculer aussi vite. Quelques minutes plus tard, le hurlement de sirène vient briser la nuit silencieuse. Les gyrophares de la voiture de police illuminent la maison et les voisins, réveillés par le bruit, commencent à sortir en pyjama, un peu inquiets et échangeant des regards un peu troublés. Mais Adrien, lui, même à ce moment-là, est toujours dans le déni, incapable d'accepter que tout ça vient réellement de se produire. Et finalement, les pièces du puzzle se rassemblent. Pendant que la famille était chez leurs voisins, un homme armé d'une hachette s'est introduit chez eux, les attendant bien au chaud. Une fois rentré, sa mère est tombée nez à nez sur lui et l'homme l'a poussé, d'où le « aïe » que Adrien a entendu. Puis l'homme s'est tranquillement baladé dans la maison quelques minutes avec sa hachette dans la main alors que la maman lui hurlait dessus de partir. L'homme ne s'en est pas pris physiquement à elle, mais il s'est jeté sur leur petit chien et l'a embarqué avant de partir dans le plus grand des calmes. Et lorsque Adrien nous raconte son histoire, tout ça vient juste d'arriver. Au moment où il parle, il est toujours à l'hôpital avec sa famille et il a décidé de nous partager son récit plus que terrifiant. Il est aux alentours de 18 h lorsque Emma claque la porte derrière elle. Malheureusement, elle vient d'avoir une dispute énorme avec son copain et encore une fois, c'est allé trop loin. Bon, ce n'est pas la première, ce n'est sûrement pas la dernière, mais ce soir, c'est un petit peu trop. Elle a besoin d'air, de silence, de mettre un peu de distance entre elle et cette relation qui lui pèse de plus en plus. Le froid de décembre la glace alors qu'elle avance sur la route sombre qui longe son quartier. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, elle habite en périphérie d'un petit village, dans un endroit où les rues ne sont ni éclairées ni aménagées pour les piétons. Tout ce qu'elle peut faire, c'est marcher sur l'herbe qui borde la route en espérant que les voitures ne passent pas trop près d'elle. Donc vous avez compris la leçon, si vous roulez de nuit dans ce genre de petit village, n'allez pas trop vite parce qu'il y a peut-être des gens qui marchent sur la route. D'ailleurs, elle le sait elle-même, elle sait que c'est une mauvaise idée, il fait une nuit noire, elle est seule, et ce chemin n'a jamais été très rassurant. Pourtant, elle continue, incapable de rester chez elle, à ressasser encore et encore les mêmes reproches.
Après quelques minutes, elle arrive à l'un des endroits qu'elle préfère habituellement, un pont qui surplombe l'autoroute. En fait, elle adore s'y arrêter, observer les phares des voitures qui défilent en contrebas, imaginer les vies de ceux qui roulent vers une destination inconnue. On comprend très bien ce qu'elle veut dire et ouais, franchement, ça a l'air cool. Pour elle, en fait, c'est un rituel qu'elle trouve apaisant, à un moment où elle peut oublier ses propres préoccupations. Mais ce soir-là, commu, quelque chose change. Alors qu'elle se tient là, fixant la circulation, elle sent soudain une pression autour de sa taille. Un contact qui est vraiment brusque et surtout très intrusif. Son corps se fige instantanément, son cœur rate un battement. Bon, pendant une toute petite fraction de seconde, une partie d'elle se persuade que son copain l'a suivie et qu'il vient là pour s'excuser, mais cette illusion vole en éclats lorsqu'elle se retourne et croise le regard de deux inconnus. Ils sont plus âgés qu'elle, sans doute la trentaine, mal rasés, vêtus de vêtements amples et usés. L'un d'eux, celui qui la maintient fermement contre lui, ne semble pas parler la même langue qu'elle. Le deuxième gars parle au premier gars, mais elle ne comprend rien, juste avant qu'il ne lui adresse un sourire glaçant. Bon, même si elle ne comprend rien à ce qu'ils disent, elle perçoit une intention derrière les mots, une tonalité qui la met immédiatement en alerte. Plus l'homme la serre, plus il la fait reculer vers la barrière du pont qui empêche les passants de tomber. C'est là qu'elle a une terrible vision. Elle se voit déjà jetée par ces deux hommes par-dessus le pont, écrasée par les voitures qu'elle a observées tant de fois. Comme souvent dans les threads d'horreur malheureusement, elle voudrait bouger, s'éloigner, hurler, mais son corps refuse d'obéir. La panique l'anesthésie complètement. Elle sent la main de l'homme resserrer son emprise, alors que l'autre la scrute avec une curiosité qui la terrifie. D'ailleurs, elle le sent, hein, l'air ambiant est infesté par l'odeur du tabac froid et de l'alcool. Bon, là son esprit tourne à toute vitesse. Elle réfléchit, elle sait qu'elle ne peut pas se débattre, elle sait qu'elle n'a pas la force physique pour se libérer. Alors, d'une voix qu'elle veut la plus naturelle possible, elle invente une excuse. Elle dit que son copain l'attend, qu'il est sur le point d'arriver, et donc elle laisse entendre qu'il ne va pas tarder à les rejoindre sur le pont. Bon, elle ne sait pas si c'est la peur dans ses yeux ou l'incertitude qui s'installe dans les leurs, mais l'étreinte autour de sa taille se desserre légèrement. Elle perçoit donc une toute petite hésitation, un moment de flottement, et elle n'a besoin de rien d'autre. Elle profite de cette infime ouverture pour s'arracher à leur emprise et se mettre à courir. Son souffle est court, sa vision floue, mais elle ne s'arrête pas. Elle dévale l'autre extrémité du pont, s'engouffre dans les rues du village et ne s'arrête qu'une fois hors de portée, à bout de souffle, les jambes tremblantes. Elle finit par s'effondrer sur un banc et là, elle se met à pleurer. Quelques passants passent près d'elle, la dévisagent brièvement avant de poursuivre leur chemin sans dire un mot. Ouais, c'est triste, mais personne ne lui demande si elle va bien, personne ne s'arrête. Après de longues minutes à essayer de reprendre ses esprits, elle finit par appeler son copain, qui vient la retrouver et qui la raccompagne en silence. Le problème, c'est que elle sait que plus rien ne sera comme avant. D'ailleurs, depuis ce jour-là, elle n'a jamais retraversé ce pont, que ce soit de jour ou de nuit. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Thomas. Et franchement, je pense que personne n'a envie de vivre un truc pareil. On est en plein été, il fait chaud, et comme souvent dans ce genre de situation, Thomas adore la fenêtre ouverte. Et faites pas genre, je suis sûr que vous aussi vous le faites parfois. Notre protagoniste habite dans un petit 2 pièces, au premier étage d'un immeuble, et c'est un appart assez classique. Il y a une chambre dans laquelle il y a une mezzanine où il dort, et une pièce principale qui fait cuisine, salon et salle à manger en même temps. Et ces fenêtres donnent toutes sur une cour intérieure où honnêtement personne ne passe jamais. Il y a juste lui et les voisins qui descendent de temps en temps pour jeter les poubelles. Et ce soir-là, tout est calme. Thomas est allongé sur son lit, il commence à sombrer dans le sommeil, sauf qu'au beau milieu de la nuit, un bruit le réveille. Et oui, je sais, encore un bruit. Et en l'occurrence, pour déterminer l'origine du bruit, ce n'est pas bien compliqué étant donné qu'il n'y a que 2 pièces, on vous le rappelle, ça vient de la cuisine. Et au début, il n'a pas vraiment peur, il se dit que c'est encore son chat Mouche qui est en train de faire des bêtises. Évidemment, il adore gratter sous la porte et jouer avec tout ce qu'il traîne, sauf qu'après quelques instants, Thomas percute, son chat n'est pas là. Il est en fait chez son ex-femme à cause d'un problème de souris dans l'appartement. Et donc là, c'est un peu plus inquiétant. Thomas tend l'oreille et il y a encore un autre bruit. Cette fois, c'est sûr, quelque chose bouge dans la maison. Bon, à ce moment-là, il vient juste de se réveiller. Il est encore dans le brouillard, mais il commence à sentir son cœur battre de plus en plus fort. Thomas se lève donc. Il avance doucement vers la porte de sa chambre et en l'ouvrant, il se retrouve nez à nez
avec un mec. Ouais, il y a tout simplement un gars là, posé dans son salon. Directement, c'est le temps qui s'arrête. Bon, petite pause, on prend quelques secondes pour que vous essayiez vraiment d'imaginer la sensation. Vous êtes seul chez vous, en pleine nuit, et vous entendez un bruit qui vient du salon. Vous vous dites que c'est rien, vous ouvrez la porte de votre chambre, et là vous tombez sur un homme debout chez vous. Ça doit être vraiment terrifiant, mais bref, revenons-en à Thomas qui est sous le choc d'ailleurs. Pendant quelques secondes, les deux se fixent. L'un est dans le noir, surpris d'avoir été grillé, et l'autre est encore à moitié endormi, mais capte directement la situation. Et d'un coup, le mec bondit vers la fenêtre. Réflexe immédiat, Thomas n'en a pas fini avec lui, il veut savoir ce qu'il faisait dans son appartement, et du coup il se jette sur ce dernier et essaye de l'attraper avant qu'il ne s'enfuit. Son bras gauche chope l'une des jambes du cambrioleur alors qu'il est en train de passer par la fenêtre. Thomas et son cambrioleur se retrouvent donc dans une scène totalement absurde. Le mec est suspendu dans le vide et Thomas essaye de le ramener à l'intérieur, mais il galère parce que son bras droit, le plus fort, est pris sur le côté et donc il est obligé de tirer de l'autre. Et évidemment, le mec qui est suspendu panique, il se tortille, il gigote et d'un coup, il remonte légèrement son torse et balance une énorme patate dans le front de Thomas. Et donc surpris, il lâche prise et donc l'intrus tombe dans la cour intérieure de l'immeuble. Et d'ailleurs, ça va faire un bruit sourd lorsqu'il va atterrir par terre. Thomas, lui, est quand même bien sonné et il reste figé un instant. En moins de 10 secondes, il vient de voir un inconnu chez lui, il vient de se prendre une belle droite et de lâcher un gars du premier étage de son appartement. Ça n'a absolument aucun sens. Et enfin, il se précipite vers la fenêtre et voit un truc encore plus flippant. Dans la cour, de l'autre côté de la grille, il y a plusieurs types qui viennent vers leurs potes. Et donc oui, l'homme n'était pas tout seul. Le cœur battant, Thomas se retourne et balaye son appart du regard et capte directement que son portefeuille a disparu. Encore une fois, il se penche par la fenêtre et hurle au mec quelque chose juste histoire de les retarder en espérant qu'un policier passe par là. Et Thomas ne compte pas que sur ça, il est vraiment déter. Parce que depuis sa fenêtre, il voit que le mec qui est tombé semble blessé et du coup il enfourne directement ses chaussures et descend dans la cour. Malheureusement, à peine arrivé en bas, ses complices avaient déjà emmené l'intrus dans une voiture qui les attendait en face de la résidence. Et donc notre Thomas comprend qu'il ne peut plus rien faire et remonte chez lui, referme la fenêtre et s'assoit sur son lit. Et là, tout redescend d'un coup. L'adrénaline, le stress, la douleur au front. Il est encore en sueur, son cœur tambourinant, mais il est sain et sauf. Le lendemain, il découvre un énorme bleu sur son crâne et une belle trace de poing. En soi, il aurait pu aller voir la police, porter plainte, et c'est ce qu'il aurait dû faire, mais il ne l'a pas fait parce que dans sa tête, il se disait que ça servait à rien. Et depuis ce jour-là, il dort toujours avec la fenêtre ouverte lorsqu'il fait chaud, mais cette fois, il a mis en place des genres de cloches pour être prévenu en cas d'intrusion. Parce que maintenant, il sait que même dans un appartement à un étage, on n'est pas tout à fait en sécurité. Bon, la commu, on sait que vous êtes friands de paranormal. On ne pouvait donc pas finir cet épisode avec deux histoires qui ne le sont pas. Et on va commencer avec Léo, Clara et Alban qui adorent l'urbex. Vraiment, dès qu'ils le peuvent, ils partent explorer des bâtiments abandonnés, des maisons en ruine, des usines désaffectées, toujours à la recherche de cette sensation d'adrénaline qui monte lorsque l'on s'aventure dans un lieu chargé d'histoire et de mystère. Les trois ont 21 ans et clairement, ils en ont déjà fait beaucoup, donc ils sont assez rodés. Mais ce soir-là, leur objectif est bien précis. La maison Grimaud, une immense bâtisse laissée à l'abandon depuis des décennies et située en pleine forêt à l'écart de toute civilisation. L'endroit est assez connu et il traîne une réputation sinistre, alimenté par des rumeurs et des légendes locales qui parlent d'une famille entière mystérieusement disparue, ou selon d'autres versions, d'un père devenu fou qui aurait assassiné sa femme et ses enfants avant de se donner la mort dans le grenier. Bon, pour débunk un petit peu, personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais une chose est certaine, la légende dit que les habitants du coin évitent soigneusement de s'en approcher une fois la nuit tombée. Vous l'imaginez bien, il n'en faut pas plus pour Léo et ses amis qui ont soif de découverte et d'exploration. Léo et ses amis franchissent le portail qui est complètement rouillé et arrivent finalement dans un jardin qui est envahi par les mauvaises herbes. Ils avancent lentement dans le jardin en faisant le moins de bruit possible parce qu'on vous le rappelle, ils n'ont pas le droit d'être là. Et dès qu'ils aperçoivent la maison, un sentiment étrange s'empare d'eux. La bâtisse est énorme, imposante et presque menaçante, avec des fenêtres béantes qui sont toutes cassées. Pourtant, malgré l'atmosphère pesante qui s'en dégage,
ils ne font pas demi-tour. Alban, qui nous raconte son histoire, rentre le premier dans la bâtisse. À l'intérieur, l'odeur de renfermé et de bois pourri leur prend littéralement la gorge. Les murs sont recouverts de moisissures, il y a plein de débris en tout genre sur le sol. Il y a même des anciens journaux qui ont l'air de dater vraiment d'il y a longtemps. Bon, il continue, il s'enfonce lentement dans la maison, traverse un grand couloir vraiment flippant. Puis finalement, ils arrivent dans une grande pièce, très certainement le salon de la maison. Mais ce qui est très particulier, c'est qu'en son centre, il y a une énorme table en bois. Elle est poussiéreuse, mais Alban ne sait pas pourquoi, il a presque l'impression qu'elle les attendait. Oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit, en fait les trois sont férus de paranormal et ils étaient venus préparer. Clara avait quelque chose de particulier dans son sac, une table de Ouija. Ouais, on sait, vous le voyez venir, malheureusement. On ne peut pas s'en empêcher, il y a tellement d'histoires par rapport au Ouija qu'on se doit de vous les raconter. Bon, en fait, pour que vous compreniez, dans le groupe, il y a quand même des divergences d'opinion. Alban et Clara croient au paranormal, alors que Léo, lui, il refuse catégoriquement. Il n'a jamais cru aux histoires de fantômes, même s'il ne peut s'empêcher de trouver qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette maison. Mais bien sûr, sur le coup, il ne dit rien, et lui, il est chaud d'essayer de toute façon, même s'il n'y croit pas. Ok, Clara sort la planche, la met sur la fameuse table centrale, et la séance commence. L'ambiance vraiment est terrifiante, et lorsque Clara prononce la première question, la pièce semble se figer autour d'eux. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais Alban a l'impression que l'air est devenu plus lourd, plus épais, comme si chaque respiration était maintenant difficile à faire. Un silence pesant s'installe, seulement troublé par le grésillement lointain d'un insecte coincé quelque part dans la maison. Ils attendent, immobiles, tendus, sans vraiment obtenir la moindre réponse. Mais alors qu'ils commencent vraiment à se dire qu'il ne se passera rien, un craquement retentit soudainement à l'étage. C'est pas un petit craquement, c'est pas juste le bois qui travaille, c'est vraiment un étrange bruit qui résonne dans toute la maison. Les trois amis s'échangent un regard vraiment inquiet, mais personne ne dit rien. Bon là, ils ont vraiment trouvé l'ambiance qu'ils recherchaient, hein, clairement, et donc ils poursuivent la séance. Clara repose une question, et là le verre bouge. D'abord un tout petit peu, un genre de léger frémissement, puis ça devient beaucoup plus net. Alban l'assure, et même s'il sait que beaucoup de gens ne croiront pas ce qu'il est en train de dire, le verre commence à écrire un mot. Un G, un U, un S, un T, un A, puis un V et un E. Si vous avez bien retenu les lettres, ça fait Gustave. Ok, ils ne connaissent pas de Gustave, mais pour eux c'est clair et net. Quelqu'un vient de leur dire comment il s'appelle. Clara, qui était très sûre d'elle, commence à avoir la voix qui tremble. Elle tente de poser une autre question, mais à peine le verre commence-t-il à bouger que quelque chose change autour d'eux. L'ambiance, qui était déjà flippante, devient encore plus oppressante. Alban nous dit qu'il ne sait même pas comment l'expliquer concrètement. Rien n'a changé, et pourtant tout a changé. Et alors que les trois sont devenus maintenant très sérieux et qu'ils ne sont plus en train de rigoler, un coup assourdissant éclate à l'étage. C'est un bruit assez dur à décrire, mais clairement ça ressemble à un genre de fracas brutal, comme si quelqu'un avait tapé sur une surface. C'est assez dur à dire. Ok, cette fois c'est trop. On vous le rappelle, il y a quand même leur instinct d'explorateur qui se réveille et ils se disent en fait qu'il y a quelqu'un à l'étage et qui essaye de les faire flipper. Ils commencent donc à replier bagages, Clara range sa planche et ils se dirigent vers la sortie. Alban est mitigé, il a en même temps peur à cause du paranormal, mais il a aussi peur à cause du réel et du concret. Pour revenir à l'entrée, ils sont obligés de passer par le fameux grand couloir dont on vous a parlé au début. Et en arrivant à l'entrée de ce fameux couloir, ils se figent tous les trois. Et c'est là qu'ils comprennent que cette soirée va prendre un tournant. Au fond du couloir, Alban discerne une silhouette. Alors c'est dur à expliquer, mais ça ne ressemble pas vraiment à une personne, c'est plus comme s'il n'y avait que son ombre. Malgré tout, et on les comprend, même si ça n'a aucun sens, il reste rationnel et Alban crie en demandant s'il y a quelqu'un. Et dès qu'il a fini de poser la question, la silhouette disparaît. On vous le rappelle, les trois l'ont vu, ce n'est pas seulement Alban. Cette fois, ils ont vraiment trop peur, même Léo qui à la base est très sceptique. Il décide donc de traverser le couloir et de se ruer sur la sortie pour s'échapper de cette maison de l'enfer. Heureusement, ils y arrivent sans trop d'encombre, et dès qu'ils sortent, la sensation de malaise de Alban s'échappe. Finalement, ils vont réussir tous les trois à rentrer chez eux et ils n'auront aucune séquelle particulière. Mais une chose est sûre, ils s'accordent tous les trois pour dire qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là. Alban, même s'il est friand de ce genre de choses, ne souhaite pas retourner dans cette bâtisse. D'ailleurs, les trois ont décidé conjointement de ne pas en parler à leur entourage. Déjà pour respecter l'une des règles de l'urbex qui est de ne pas divulguer les adresses des lieux,
mais aussi parce qu'ils sentent que cette maison est dangereuse. Ils ne savent pas expliquer comment ni pourquoi, mais ils savent que c'est pour une raison qui dépasse leur entendement. Et d'ailleurs pour l'anecdote, Alban confirmera que Clara n'a plus jamais réutilisé sa planche de Ouija. Être père célibataire, ce n'est pas toujours une chose facile. D'ailleurs, force à toutes les personnes qui sont dans cette situation. Et pourtant, Paul fait tout ce qu'il peut pour offrir à sa fille Emily une vie aussi stable que possible. Depuis que Sarah, la mère de sa fille, est décédée d'un accident brutal il y a maintenant plus de 2 ans, ils ne sont plus que tous les deux. C'est malheureux, mais Emily n'avait que 8 ans lorsque tout cela s'est produit, et même si elle ne le dit jamais directement, son père peut voir dans son regard qu'il y a une grosse tristesse qui est silencieuse. Chaque soir, il lui répète qu'il sera toujours là pour elle, qu'elle n'a rien à craindre, qu'il veillera sur elle jusqu'à son dernier souffle. Et clairement, Paul ne plaisante pas. Il serait prêt à tout pour tenir cette promesse. Mais si on vous raconte cette histoire, vous savez qu'il va se passer des choses étranges. Et tout commence avec une simple berceuse. Toutes les nuits, alors qu'il passe devant la chambre de Emily, il a l'impression d'entendre une mélodie. Pour débunker directement, ça ne ressemble pas du tout au petit fredonnement de la fille, donc c'est vraiment étrange. En fait, la voix est super claire, même trop claire, trop mélodieuse, et quelque chose dans cette harmonie lui fait vraiment froid dans le dos. En premier lieu, Paul essaie de se convaincre qu'il s'agit simplement de sa fille qui chantonne de son sommeil, même si c'est pas trop possible en vrai. Mais à chaque fois qu'il décide de jeter un œil à l'intérieur, il découvre que cette dernière dort paisiblement. Puis lorsqu'il ferme la porte, la musique reprend, bien distincte, bien présente, et c'est clair que ce n'est pas sa fille. À chaque fois qu'il entend ce genre de musique, il ressent un frisson immédiat et brutal, mais bon, persuadé qu'il doit y avoir une explication rationnelle, il passe à autre chose. Mais un jour quand même, il décide entre 2 phrases d'interroger Emily sur ce qu'il a entendu, mais sa réponse va littéralement le terrifier. Avec un sourire doux, presque rêveur, elle lui affirme sans aucune pression que c'est sa mère qui vient lui chanter des berceuses. Cette réponse lui serre le cœur, il ne s'y attendait pas du tout et tente de raisonner Emily, de lui rappeler doucement que sa mère n'est plus là et qu'elle ne reviendra pas. Mais l'expression de la fillette ne change pas, elle sait que sa mère est partie et elle ne remet pas du tout ça en question. Et pourtant, elle affirme avec une certitude troublante qu'elle entend bien sa voix, nuit après nuit. Bon, Paul tente d'oublier, il essaye de se convaincre que tout ça ce n'est que l'imagination de sa fille qui est en plein deuil. Pourtant, la nuit suivante, la berceuse résonne de nouveau dans la maison, plus fort encore, et cette fois, Paul décide de faire quelque chose. Il veut littéralement une preuve, il veut enregistrer ce son pour être sûr qu'il n'est pas fou, et finalement, la musique revient. Il prend son téléphone et enregistre, et lorsqu'il réécoute le son, il se paralyse. Il a bel et bien l'impression d'entendre une voix, celle de sa femme. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette mélodie, il a aussi l'impression d'entendre un souffle qui est rauque et absolument terrifiant. L'homme entre donc dans la chambre de sa fille, fouille un peu partout, mais rien. Il n'y a juste rien. La seule chose qu'il remarque, c'est une peluche qui semble le fixer. Et c'est bizarre, parce que cette peluche, il ne la reconnaît pas. Et encore une fois, le matin arrivé, il va interroger Emily, qui affirme que ce n'est pas sa peluche. Encore une fois, il essaie de rationaliser, de se dire que c'est lui qui l'a dû acheter, mais qu'avec le stress de tout ce qu'il s'est passé dernièrement, il a peut-être oublié. Mais malheureusement, les choses étranges continuent. Emily semble de plus en plus pâle au fil des jours, plus fatiguée, comme si quelque chose lui volait son énergie pendant son sommeil. Un matin, elle va même confier à son père, d'une voix à peine audible, que sa mère s'approche de plus en plus chaque nuit, et cette fois, c'est trop. Ils décident donc que pour passer à autre chose, ils doivent déménager. C'est donc ce qu'ils vont faire, mais le problème, c'est que le cauchemar va les suivre. Dans la nouvelle maison, Emily se réveille avec des bleus qu'elle ne s'explique pas. Le bruit de berceuse continue de résonner et Paul n'en peut clairement plus. Et une nuit, alors qu'il ouvre les yeux, il découvre sa fille immobile dans l'ombre de sa chambre. Ouais, on est d'accord, ça fait vraiment scène de film d'horreur. Paul se lève, un peu inquiet, et lorsqu'il pose une main sur son épaule, elle retombe lentement, hurle de toutes ses forces. C'est vraiment terrifiant. Aujourd'hui, les phénomènes étranges continuent toujours. Paul est un peu résigné et il a compris qu'il devra maintenant vivre toute sa vie avec cette présence sans jamais savoir s'il s'agit de sa femme ou non. Et n'oubliez pas, si vous voulez devenir de vrais détectives chez vous,
N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et en commentaire épinglé. Vous obtiendrez 10% de réduction et on vous promet ça vaut le coup. Et surtout, rappelez-vous, l'enquête Ciao Bella est votre ticket pour la chasse au trésor qui, on vous le rappelle quand même, met en jeu 10 000 € répartis dans 5 villes différentes. La chasse commence le 22 mars, donc qu'est-ce que vous attendez? Allez, on fonce, on fonce! Si on devait vous donner un petit conseil, mettez-vous vraiment bien dans l'ambiance. Nous, c'est ce qu'on a fait et vous allez voir, vous allez vite vous prendre au jeu. Il y a des mécanismes qu'on n'avait jamais vus avant, alors qu'en vrai, on a fait beaucoup d'escape games. Sur ce, on vous laisse, alors bonne soirée à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit like, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!